Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 8 millions de Maliens étaient appelés à voter ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Selon plusieurs observateurs, le scrutin s'est bien déroulé dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour. Toutefois, ils estiment qu'il a été émaillé de violence, notamment dans le centre et le nord du pays. Et nos invités sur ce plateau, Issouf Yago, porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, Noussar, porte-parole du candidat Soumaïla Cissé, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors, nous allons ouvrir le débat avec vous, Monsieur Yago. Comment avez-vous vécu cette journée électorale dans votre QG? Calme et sérénité. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, de saluer la mémoire de notre compatriote qui est décédé à Tombouctou sous le horde des barbares terroristes. C'est quand même triste. Nous saluons également le calme et la sérénité dans lequel les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire. Nous saluons également la forte mobilisation des forces de l'ordre qui ont permis que les élections se déroulent dans les meilleures conditions que le premier tour. Cela atteste le nombre de bureaux qui n'ont pas pu voter ont baissé par rapport au premier tour. Donc c'est le lieu de saluer l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur professionnalisme et d'appeler tout le monde au calme et d'attendre sereinement les résultats provisoires et les résultats qui seront donnés par les autorités légitimes en charge de ces questions-là. Donc nous restons très sereins et nous attendons calmement les résultats officiels. D'accord. Et vous, Monsieur Sarr? Merci beaucoup. Je tiens à m'incliner devant la mémoire, comme a dit mon frère, ce président du bureau de vote, froidement abattu par des terroristes dans la région de Tombouctou, précisément à Niafonké. Notre pays paye aujourd'hui le prix du laxisme dans la gestion sécuritaire. Il paye le prix de l'improvisation, il paye le prix de la médiocrité au pouvoir. Ces élections qui se sont passées de façon globale, dans un calme, dans la sérénité. Nous avons vu le peuple malien se rendre aux urnes pour choisir un nouveau président. Nous l'avons vécu avec beaucoup de joie, parce que il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de situation de débordement. Nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous sommes déterminés à faire respecter le verdict des urnes dans notre pays. Donc c'est bien évidemment avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance que nous avons vécu ce scrutin, ce second tour du scrutin présidentiel. Et nous attendons, bien évidemment, avec beaucoup de vigilance, la proclamation des résultats, même si nous avons, bien sûr, comme beaucoup d'états-majors, pu avoir les procès-verbaux de plusieurs de la quasi-totalité des bureaux de vote qui, comme vous le savez, il y a eu une conférence de presse tout à l'heure au QG de campagne du candidat désormais président de la République, Soumaïla Cissé. Ces procès-verbaux compilés placent le candidat Soumaïla Cissé largement en tête du scrutin. Maintenant, nous attendons, comme à l'accoutumée, le ministre Agarlaf, la présidente de la Cour constitutionnelle, comme à l'accoutumée, ils s'enferment dans leur bureau et attribuent des notes. D'accord. Mais nous tenons à profiter de votre plateau pour mettre en garde contre toute tentative de manipulation des résultats. Nous en reviendrons, Monsieur Sarr. Alors, Monsieur Sango, quelle analyse faites-vous de toute cette situation?
Merci beaucoup. Je m'incline aussi devant la mémoire du jeune Ibrahim Touré, si je ne m'abuse, qui était le président du bureau de vote du village de Arkodia. C'est de la commune de Gorkou dans le cercle de Niafunké, bien sûr dans la région de Tombouctou, qui a été assassiné lors des opérations électorales hier. Alors, ce qu'on a observé, parce que nous avons déployé plus de 2000 observateurs sur l'ensemble du territoire, et si on se réfère à la totalité des bureaux de vote qui existent en République du Mali, il y a 21 700 à peu près, parce que l'ensemble de 23 000, ça concerne aussi les bureaux de vote qui existent à l'étranger. Donc nous avons observé sur l'ensemble du territoire national et nous avons livré déjà notre déclaration préliminaire par rapport à ce qui s'est passé. Alors nous avons remarqué que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. La mobilisation n'était pas au rendez-vous, c'est à cause de deux faits majeurs. D'abord la pluie qui s'est invitée aux élections hier, pratiquement à Bamako et puis dans beaucoup de localités. Il y a la pluie et puis il faut ajouter à cela l'aspect hivernal. Maintenant c'est la saison des pluies, c'est les travaux champêtres qui dominent dans les différentes localités qui sont... parce que le Mali c'est vraiment 80% agricole. Ensuite, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu des incidents, comme on le craignait depuis le premier tour, il y a eu des incidents sur l'ensemble dans le centre, essentiellement le centre. Quand on parle de centre, c'est la région de Mopti. La région de Mopti, les cercles de Tenenkou, de Yuwaru, les cercles de Douanza, à Boni, même dans le cercle de Bankas, où il y a eu quand même la terreur sur les agents électoraux. Alors, certains villages ont fermé leur bureau de vote parce qu'il y a la rumeur qui a coulé et puis l'information aussi a circulé par rapport à l'assassinat d'un président du bureau de vote et au fait que beaucoup d'agents électoraux ont été molestés dans les différentes localités du centre. Mais aussi dans la région de Ségou, particulièrement à Nyono, ou dans le cercle de Nyono et puis à Markala, il y a eu aussi des actes de sabotage contre les agents électoraux, contre les bureaux de vote. Des bureaux de vote ont été brûlés, des matériels électoraux ont été saccagés. Donc, dans la région de Tombouctou, c'est surtout le cercle de Niafunké qui a connu vraiment des débordements. Ce qu'on a aussi constaté par rapport à la ferme mobilisation et qu'on a mis en débat, c'est une réflexion que tout le monde doit partager, c'est qu'à la date du 10 août, il y a 6 millions de cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Cela fait à peu près 75% de cartes d'électeurs distribuées. Mais déjà au premier tour, on n'est pas arrivé au taux de 42% d'utilisation de ces cartes d'électeurs. Et au deuxième tour, sûrement, on n'atteindra pas les 40% suivant ce que nous avons constaté sur le terrain. D'accord. Monsieur Sanko, alors, Monsieur Yago, qu'avez-vous à répondre aux propos de Monsieur Sarr concernant déjà la conférence de presse tenue dans leur QG dans l'après-midi? Vous savez, je n'ai pas suivi la conférence de presse de M. Sarr et je m'en voudrais de vouloir commenter ce que je ne sais pas. Je vais revenir sur une première question, c'est qu'il parle de laxisme dans la gestion sécuritaire. Moi, je pense que souvent, même si on n'est pas dans le camp de la majorité, aucun en face, il faut avoir cette sagesse républicaine de reconnaître les efforts qui ont été faits en la matière. Lorsque nous arrivions au pouvoir, nous avons un pays qui était en difficulté sur le plan sécuritaire. Nous avions un problème d'armement, nous avions un problème comment dirais-je, de morale de la troupe. Il fallait progressivement corriger ces questions-là. Et je pense que c'est ce qui a été fait par le président Ibrahim Boubacar Keïta et personne ne peut le nier. Le nier, c'est nier l'évidence parce que la réalité existe. La menace terroriste, elle est connue et elle existe dans tous les pays, même les grandes nations, vous savez, ont été touchées, la France, vous savez, les États-Unis ont été touchés, le Mali, et récemment la Côte d'Ivoire à côté, ou le Sénégal, comment dirais-je, le Burkina, c'est un peu fréquent. Donc, des dispositions ont été prises pour améliorer la sécurité au Mali. Il s'agissait pour nous de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée, qui nous permettent de renforcer les capacités de projection des troupes, qui nous permettent éventuellement de permettre aux troupes de se déplacer. Vu que vous abordez cette question, je vous propose d'écouter une réaction du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci. Nous avions un objectif, faire en sorte qu'il y ait moins d'incidents au second tour qu'au premier. Vous vous souviendrez qu'au premier tour, nous avions déploré la non-opérationnalisation de 871 bureaux de vote, essentiellement dans la région de Mopti. La situation nous donne aujourd'hui un effectif total de 490 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Malheureusement, encore une fois, la région de Mopti arrive en tête avec environ 440 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Et sur les 440, vous avez au minimum 100 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir pour cause d'inaccessibilité. Dans la région de Ségou, ce sont encore une fois les cercles de Massina,
des Nono qui ont connu quelques incidents. La région de Tombouctou a connu en tout et pour tout 23 bureaux non opérationnels, ce qui est également une grande avancée. C'est donc une raison pour moi de féliciter les forces de défense et de sécurité, de même que les partenaires, pour tout le travail en coordination qui a été abattu. Monsieur Sarr, oui. Je ne vais pas terminer. Non, s'il vous plaît, nous allons revenir à vous tout de suite, oui. Merci. Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a que M. Yolo et ses valets. Yago. M. Yalo. Yago. Yago, je vous en prie, je m'excuse. Il n'y a que M. Yago et ses valets du gouvernement qui disent que la sécurité, ça va. Ce que nous avons vu, c'est les détournements au sein de l'armée. Ce que nous avons vu, c'est l'installation de la guerre civile dans le centre de notre pays. Ce que nous avons vu, c'est la manipulation des communautés les unes contre les autres, que vous avez organisée, que vous avez orchestrée. À entendre le ministre de la Sécurité, au-delà du caractère mensonger et déniant toute réalité de ses propos, je retiens que le ministre de la Sécurité était en tenue de combat. Cette symbolique vise à intimider les forces du progrès, les forces démocratiques, les forces du changement que nous sommes. Nous voulons tout simplement dire qu'il faudrait plus qu'une tenue militaire pour nous intimider. D'accord, oui, M. Yago, allez-y. Vous savez, l'objectif, ce n'est pas d'intimider qui que ce soit. Nous restons fidèles à notre serment et à nos principes. Je veux simplement dire que les réalités sont palpables, ce n'est pas des mots en l'air. Tout le monde a pu constater que lorsque nous arrivions au pouvoir, l'armée n'était pas dotée d'avions de guerre et d'avions de transport de troupes. C'est 11 avions qui ont été achetés. Et dire qu'il y a eu la gestion, une médiocrité dans la gestion, c'est nier l'évidence. Vous savez, les gens s'appédantissent sur les choses qui les intéressent. Vous savez, quand on arrive, on a un pays qui avait un taux de croissance qui était à 2,6% et qu'on passe aujourd'hui de 2014 à 6% et qu'on arrive à une stabilisation macroéconomique de 5%, je pense qu'il faut le saluer. Et par ailleurs, l'inflation a été maintenue au niveau communautaire. Deuxième chose, lorsqu'on travaille au niveau macroéconomique, on essaie de faire en sorte que cela puisse coller au niveau microéconomique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons augmenté le salaire des fonctionnaires, nous avons baissé l'ITS, l'allocation familiale, tout ça pour soulager les populations. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'agriculture. On nous demandait 10% au niveau international. Nous avons octroyé 15%. Nous avons donné 1300 tracteurs aux agriculteurs. Et cela a pu confirmer. Nous sommes premiers producteurs de coton aujourd'hui. Donc, c'est des évidences qui existent. L'opposition, vous savez, l'opposition, elle doit être républicaine. Et je les connais. Ils doivent être républicaines. C'est des personnes républicaines qui sont chez eux. Souvent, ils se perdent dans leurs propres conjectures. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave parce que les gens sont là à nier l'évidence. Qui peut attester aujourd'hui que l'armée n'a pas 11 avions, que l'armée n'est pas montée à puissance? Qui peut attester aujourd'hui que les forces spéciales antiterroristes ne sont pas déployables dans un délai record pour faire face à la menace terroriste? Personne ne peut dire le contraire. Nier l'évidence, franchement, c'est pas très sage. Reconnaissez ce qui a été fait et connaissez ce qui n'a pas été fait. On prend les leçons, on s'améliore, mais n'allez pas dans un nihilisme incroyable. On va revenir à vous, M. Saroui. Alors, M. Sango, on vient de citer des mesures qui ont été prises pour le bon déroulement de ce deuxième tour. Ont-elles été à la hauteur des espérances, selon vous? Bon, ce que nous avons observé sur le terrain, c'est que c'est des mesures qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Parce que quand vous prenez seulement le cercle, la commune de Boni, il y a 36 bureaux de vote, mais il y a 6 bureaux de vote qui n'ont pas ouvert parce qu'il n'y avait aucune force de défense et de sécurité. Il y a beaucoup de communes dans le centre qui n'ont pas ouvert parce qu'ils n'ont pas vu les forces armées et de sécurité venir. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que le problème des élections, c'est... nous n'allons pas rentrer dans le débat entre ce qui a été fait par la majorité ou l'opposition, non. Mais les élections, c'est un cycle électoral. Donc le cycle électoral, la notion de cycle électoral n'a pas été mise en exergue pour les élections présidentielles de 2018. Parce qu'un cycle électoral suppose qu'il y a des choses à faire avant, pendant et après.
Et on a remarqué, après cette petite crise de confiance entre le gouvernement et les 18 candidats qui se sont regroupés au sein d'une coalition pour contester, et on a vu que dans l'acte 2 tours, à partir du 7 août, le ministre de l'administration territoriale a pris trois instructions, adressé 3 instructions à l'intention des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. La première, c'est qu'ils doivent être neutres dans la gestion du procès électoral. Donc c'est une instruction qui a été adressée au gouverneur, au préfet, au sous-préfet. Et puis par rapport à la remontée des informations, parce que lors du premier tour, on a remarqué que tout ce qui est remonté par Internet est différent de ce que les gens amènent par procès verbal physique. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation ou un problème de neutralité qui se posait. Donc une instruction a été faite dans ce sens. Et la troisième instruction, c'était de délocaliser les bureaux de vote là où on sent qu'il y a des dangers potentiels ou bien l'insécurité est vraiment réelle. Donc ce travail de délocalisation n'a pas été fait à notre sens parce que des zones entières n'ont pas voté. Et même si une personne n'a pas voté, ça pèse sur la beauté du processus électoral. Et quelqu'un a été assassiné, un homme a été assassiné, alors qu'au premier tour, il n'y a pas eu d'assassinat. On a vu seulement après le premier tour que 3 agents électoraux ont été égorgés effectivement dans le secteur de Bayangara. Mais le jour même des élections, il n'y a pas eu d'assassinat ou bien contre une personne humaine. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait des retards. Et quand vous voyez par exemple, quand les gens de santé disent que bon, les retards qui font que la femme décède en donnant la vie, c'est des retards de décision qui sont comme ça. À 3 mois des élections, quand on prend une loi, à 3 mois des élections, quand on confectionne des cartes d'électeurs, et quand on distribue des cartes à hauteur de 75%, alors qu'il n'y a pas de 75% de suffrage, tout ça, ça pose des questionnements pour qu'on puisse mieux faire dans l'avenir. D'accord, oui, M. Sarrou. Merci beaucoup, madame. J'ai comme l'impression, pour mon frère Yago, que son Mali se résume uniquement à Sévénin Koroya Koulouba, quand il évoque que nous sommes en sécurité, que la sécurité a été améliorée. Je les mets au défi de se rendre à Djonjori, de se rendre à Ténenkou. On nous parle d'11 avions. Madame, soyons sérieux. Combien d'appareils sont aujourd'hui opérationnels au niveau de l'armée de l'air? Vous savez, il n'y en a pas 4. C'est ce que vous dites. La mafia qui a organisé l'achat de ces avions est une réalité dans un pays, une république, où un gouvernement se permet d'acheter des avions avec de la liquidité. Cela a été dénoncé ici. Les preuves ont été étalées à la face du monde. Nous sommes face à un gouvernement et à un régime qui se comporte comme Al Capone et sa bande, comme Totorina, le parrain de la mafia sicilienne. C'est une évidence. Parlons des élections. Mon grand frère a évoqué les instructions du ministre. Des instructions manifestement illégales. Vous savez que le ministre de l'administration territoriale, malgré le parti pris, malgré qu'il ait battu campagne pour le président sortant, partant, parce qu'il partira dans quelques jours, malgré que le Premier ministre a organisé des meetings de soutien, malgré que les ministres de la République du Mali ont usé des moyens du peuple malien pour battre campagne pour le président de la République, le peuple malien lui a montré le chemin. C'est une évidence. La fraude qui a été orchestrée dans le centre et dans le nord, les éléments sont là. Le ministre a pris une instruction. Nulle autorité, la vigilance de l'opposition républicaine et démocratique. L'instruction n'aurait pas été annulée. L'instruction en violation, vous savez, un spécialiste, le grand frère Sango est un spécialiste des questions électorales. L'instruction violait allègrement la loi. C'est pourquoi nous avons estimé Monsieur Sango, qu'un ministre... Monsieur Sango, si vous pouvez... Oui, s'il peut plus nous détailler... L'instruction violait allègrement la loi électorale. Vous savez, un ministre, c'est fait pour respecter les lois. C'est fait pour faire respecter les lois. Quand ça viole les lois, ça dégage, ça démissionne. C'est pourquoi l'opposition a exigé sa démission. Il a dit que nous sommes une opposition républicaine et démocratique et pourtant nous nions l'évidence. Vous savez, l'opposition malienne est l'une des plus enviées de la planète. C'est une opposition qui organise des marches monstres gigantesques, qui rassemble des centaines de milliers de personnes et qui n'arrache pas une seule branche d'arbre. Cela relève du miracle sur d'autres cieux. La plus grande démocratie du monde, les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas avoir des marches avec une foule pareille sans qu'il y ait des débordements.
Mais nous avons pris cette responsabilité. Nous l'avons fait parce que nous aimons ce pays, nous sommes des pacifistes, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Cela, nous n'avons plus besoin de le prouver. Monsieur Sarr, nous en reviens. Oui, Monsieur Sango, allez-y. Non, c'est pour préciser. En fait, l'instruction dont il parle, c'est par rapport à la gestion des procurations. Mais nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des instructions qui ont été prises par le ministre pour améliorer le processus électoral. Et cela rentre dans le cadre des retards. En fait, quand le ministre demande à l'administration qu'elle doit être neutre par rapport à la gestion du processus électoral, cela devrait venir bien auparavant. Ce n'est pas entre les deux tours qu'il faut dire à l'administration, au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, vous devez être neutre parce que vous êtes l'administration qui organise les élections. Ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est par rapport à la remontée, au remplissage même des procès verbal de compilation des résultats, parce qu'on a remarqué pendant le premier tour, tout ce qui était au niveau de la centralisation, au niveau du ministère de l'administration territoriale, on a remarqué que toutes les informations qui ont été centralisées, qui ont été remontées par voie d'Internet sont différents des résultats qui sont venus physiquement, avec des copies physiques. Donc c'est un problème de formation ou bien un problème d'éducation entre les chiffres à la base et puis les chiffres remontés. Donc c'est une instruction dans ce sens pour que les gens puissent mieux tenir les procès-verbaux par rapport aux résultats. Et la troisième instruction, c'est par rapport à la délocalisation des centres de vote où il y a danger. Par exemple, dans le centre, au lieu que 6 centres de vote dans les centres de Hombori, dans la commune de Hombori, pardon, 6 centres de vote n'arrivent pas à ouvrir par peur des représailles ou bien par peur de la sécurité des supposés djihadistes qui viendront pour les agresser ou bien pour détruire le matériel électoral. Le sous-préfet avait la latitude de délocaliser les 6 bureaux de vote dans un lieu sécurisé pour que les populations puissent vraiment voter dans la paix et dans le calme. Donc c'est ce qui n'a pas été fait manifestement sur le terrain. D'accord. Oui, M. Yago. Vous savez, ce qu'on dit, lorsqu'on dénonce, il faut être dans la juste mesure, au fait. Au fait, les dénonciations, on les prend en termes de leçons, on ne les prend pas comme une attaque quelconque lorsqu'elles sont constructives. Mais M. Sarr nous parle de fraude dans le centre et le nord. Qu'avez-vous à répondre par rapport à cela? Vous savez, les allégations de fraude, les allégations relatives au fichier électoral, à la victoire hypothétique, sortent directement du laboratoire de l'IRD avec à sa tête les meilleurs chimistes dont on connaît. Vous savez, la victoire préemptive dont il se vautre en ce moment, c'est une stratégie qui a été mise en échec dans plusieurs pays dont je me garderai de citer ici. Il s'agit tout simplement, au soir des élections, sans entendre la proclamation par les autorités légitimes, de se proclamer vainqueur et de contester bien après. Ce n'est pas républicain, ce n'est pas sage, ce n'est pas démocratique. Par moments, les plus grandes victoires, c'est de reconnaître sa défaite. Chaque QG, chaque état-major a une centralisation à son niveau. Notre centralisation nous met dans une situation confortable pour être réélu à cette élection-là. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Et ils le savent. Ils étaient dans les centres de vote. Ils étaient dans le centre de vote. Ils ont les procès-verbaux signés de leurs représentants et signés de nos représentants. Ils savent la réalité. Et hier, encore à 2 h du matin, ils étaient devant leur QG en train de faire la fête pour préparer les esprits à ce qu'ils avaient déjà dit 2 mois avant les élections. C'est-à-dire que s'il arrivait par d'aventure que le président Ibeka gagnait, il n'allait jamais l'accepter. Ce n'est pas responsable. Comment vous pouvez opiner sur des résultats qui, par moment, n'existent pas juridiquement d'abord? Parce que pour que ça existe juridiquement, il faut que ça soit proclamé et ensuite confirmé et infirmé par la Cour constitutionnelle. Mais dans un déni total et dès le départ, bien avant le processus électoral, ils ont commencé à contester des résultats avant même que les Maliens aillent aux urnes. C'est ça le danger pour notre démocratie. Je dis qu'il faut mettre bas la terre, il faut savoir faire la part des choses. Nous savons que les gens veulent le pouvoir, mais il faut gagner le pouvoir dans les conditions décentes et ne pas ramener le peuple malien
de là où il revient, c'est-à-dire dans une crise post-électorale. Avant les élections, ils se sont mis à, comment dirais-je, à préparer les mentalités quant à une crise post-électorale. Mais le Malien, je l'ai toujours dit sur d'autres plateaux, c'est un peuple sage, c'est un peuple qui a un sens de discernement. Et le jour J, il sait faire la part des choses entre le vrai et l'ivraie. Et c'est ce qui s'est passé au premier tour et ce qui va se confirmer au deuxième tour. Et ils le savent, ils sont dans la diversion. La preuve, ils sont sortis le midi, ils sont allés se balader vers la Tour de l'Afrique, le rond-point de la Bougie. Après, ils sont rentrés et on les attend. Nous, on attend calmement le ministère en charge de ces questions-là et la Cour constitutionnelle. Nous sommes républicains, nous restons sages. La stratégie de la victoire préemptive a échoué. Vous savez, nous ne sommes pas de la race des pouvoiristes. Mais M. Sarr, la race M. Yago nous parle de stratégie de diversion. Oui. La race des pouvoiristes, ce sont ceux qui préparent des élections en fraudant. Le gouvernement malien a été pris la main dans le sac. Il y avait un fichier parallèle, vous l'avez reconnu, vous avez reconnu l'erreur. Ils ont évoqué qu'il y avait une erreur, alors qu'il y avait un fichier parallèle. Le gouvernement du Mali a pris une instruction libéralisant les procurations parce ils ont enlevé beaucoup de cartes et ils ont une stratégie, ils avaient la stratégie pour faire passer le président partant, je n'aime pas sortant parce que c'est avec beaucoup d'honneur, le président partant dès le premier tour. Nous avons mis, les forces démocratiques ont mis ce plan en échec en contraignant le président sortant à un second tour. Il parle de stratégie. Nous mettons au défi quiconque. Nous mettons au défi quiconque prouvera que l'opposition républicaine et démocratique du Mali a une quelconque stratégie. Il a parlé de la centralisation. Nous avons un centre de compilation ultra moderne. Nous avons tous les PV. Nous avons 90% des procès-verbaux de tous les bureaux de vote qui placent confortablement le président Soumaïla Cissé en tête, avec 56% contre 44%. Donc, nous vous disons, nous avons l'ensemble des éléments pour le prouver. Maintenant, l'administration du territoire, qui est dans leur camp, parce qu'il a manifesté un parti pris, nous attendons qu'il publie ces chiffres pour contester. Et alors là, nous allons les contraindre à aller au décompte bureau par bureau. C'est chose qu'ils ont refusé au premier tour. Parce qu'ils avaient une stratégie pour faire passer un président partant. Et je voudrais vous dire, monsieur Yago. Mais est-ce que vous pensez que cela serait possible pour le second tour? Pardon? Est-ce que vous pensez que cela serait possible pour le second tour? Mais c'est une exigence. Nous avons nos chiffres. Et nous avons le droit démocratique de contester légalement. Vous parlez des caravanes. Y a-t-il une illégalité dans ces caravanes-là? Prendre sa moto et se balader dans le pays de ses ancêtres est illégal? Y a-t-il une illégalité? Nous avons violé la loi. Nous avons juste publié des chiffres que nous avons. Et nous mettons en garde Aguerlaf. Nous mettons en garde Boubé Maïga. Nous mettons en garde Manassa Dagno de falsifier les résultats des Maliens. Le vote des Maliens est sacré et sera respecté, quel que soit le prix à payer. Oui, M. Sango, oui, allez-y. Oui, je vais revenir encore sur les retards. Vous savez, quand on organise des élections, il faut s'y prendre tôt et mettre tous les garde-fous. En fait, je voudrais rappeler qu'en 2013, au soir de l'élection, 4 heures de temps après la fermeture du bureau de vote, le candidat Soumaïla Cissé est parti féliciter le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Ça veut dire que les états-majors politiques ont chacun un système de centralisation des résultats et ils peuvent savoir les tendances. Mais la classe politique de 2013 aujourd'hui a péché, si j'ose le dire le terme, a péché parce que c'est la loi électorale qui dit qu'il faut attendre 5 jours pour que le ministre de l'administration territoriale puisse proclamer les résultats provisoires, il faut attendre que la Cour constitutionnelle valide les résultats provisoires, alors que les grandes démocraties que nous imitons, le même jour, après 4 heures de temps après les élections, on peut savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Maintenant, nous appelons tous les candidats à la sagesse, à la retenue, et nous sollicitons, nous engageons,
comme en tant qu'observateur électoral et en tant qu'organisation de la société civile, nous avons mis dans nos recommandations le fait que le ministère de l'administration territoriale quand même puisse publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, les mettre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on est au XXe siècle. Au XXIe siècle, ce n'est pas les papiers physiques qu'il faut attendre pour dire qui a gagné. On peut mettre les résultats sur Internet pour que tout le monde consulte avant la proclamation de la Cour constitutionnelle. Parce que si la Cour constitutionnelle proclame et que les résultats sont là, même s'il y a des contestations, vous allez contester devant qui? Donc, dans un souci de transparence, nous avons demandé que les résultats soient mis en ligne, déjà par le ministère de l'administration territoriale, bureau de vote par bureau de vote, même si ce n'est pas dit dans la loi électorale. Et ça nous permet, dans le futur, que les partis politiques aussi et les candidats aux différentes élections se remettent en cause pour dire ce qu'on a mis dans la loi, attendre 5 jours pour proclamer des résultats, alors que 4 heures de temps après l'organisation de l'élection, on peut savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, il faut changer. Donc c'est la leçon aussi qu'on va tirer de cette élection présidentielle, le fait qu'au XXIe siècle, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on ne peut pas attendre 5 jours pour proclamer des résultats. Et concernant les taux de participation, au premier tour, le taux de participation nationale était de 42,70%. Cette fois-ci, à quoi peut-on s'attendre? Nous, dans nos déclarations, dans ce que nous avons vu sur le terrain, nous planchons autour des 30% de taux de participation. Et cela aussi est incompréhensible quand on sait que 6 millions de cartes d'électeurs ont été distribuées. Et ça veut dire que les cartes d'électeurs, ce n'est pas comme les cartes NINA. Parce que les cartes NINA, les gens peuvent les retirer massivement pour pouvoir s'en servir comme carte d'identité, pièce d'identité, parce que c'est ce qui est prévu par la loi. Mais si les gens retirent massivement les cartes d'électeurs, ça veut dire qu'ils sont prêts à voter. Mais s'il y a 6 millions de cartes d'électeurs retirées et qu'il y a un pourcentage très faible de personnes qui se mettent à voter, ça pose aussi des questions. D'accord. Alors, M. Yago, avez-vous une idée concernant le taux de participation nationale cette fois-ci? C'est dans la proportion, à mon sens, qui a été évoquée par le POSIM, parce que j'ai lu un communiqué concernant ce taux de participation. Ce que je veux dire à mon cher ami ici, parce que nous ne sommes pas des ennemis, s'il n'a pas compris, bien entendu, nous sommes des partis politiques avec des idéologies assez différentes. Peut-être que nous allons pas jusqu'à la mise en garde des autorités que nous respectons beaucoup et que nous ne fondons pas dans une stratégie de la tension qui n'est bénéfique pour personne. C'est une rhétorique qui revient, qui a été employée bien avant le processus électoral. Vous dire qu'on ira réclamer, quel que soit le prix, nous nous en gardons d'employer ce type d'expression parce que nous appelons naturellement au calme et de se calmer. Et ce que j'ai à dire, c'est que lorsque nous sommes sûrs de nos forces et lorsque nous sommes capables et lorsque nous sommes capables de gagner une élection, on reste serein. On reste serein, on ne sort pas dans l'agitation, dans la diversion. On reste concentré sur son objectif. On dit généralement celui qui panique, c'est celui qui est moins serein. Il veut faire croire quelque chose alors que la réalité, elle est tout autre chose. C'est ce que je disais tantôt. L'histoire est récente et les faits sont très têtus. Nous avons vu dans plusieurs républiques ici en Afrique que la stratégie de la victoire préemptive qui consiste à se déclarer vainqueur avant les autres est vouée à l'échec. Direz-vous que cette journée électorale a été un acquis? Bon, mon frère du POSIM l'a dit, il y a eu des incidents. Moins qu'au premier tour, bien entendu. Ça veut dire que quelque part, les choses se sont améliorées quand on sait la difficulté dont on a pu organiser dans ces élections-là avec le délai assez restreint. Donc, il y a eu des améliorations. Aucune élection, par essence, elle est parfaite. Hein. Je me souviens aux États-Unis, l'élection de Donald Trump a été émaillée de certaines choses, où on dit que la Russie a par moment aidé Donald Trump à gagner les élections. C'est pour vous dire que les élections ne sont jamais parfaites. Mais nous nous battons dans notre République pour que les choses soient à la hauteur des attentes des Maliens. Donc ce que je veux dire à M. Sarr, c'est que lorsqu'on est sûr de ses forces, et lorsqu'on est vraiment sûr d'être vainqueur, on ne s'agite pas. On ne s'agite pas. L'agitation, c'est la stratégie du vaincu. Et je vais vous dire quelque chose. Dans les rapports entre ces deux candidats, c'est des personnes qui se connaissent. L'un a été Premier ministre de l'autre. Et par moment, l'un a occupé les plus hautes fonctions régaliennes dans ce pays. Ministre, Assemblée nationale, président de la République. Et même au sein de l'ADEMA,
il n'a jamais battu le président Ibeka. Il a été battu en 2013. Et aujourd'hui, en 2018, en pensant aller avec une large coalition des candidats, les 18 ou les 20, il y a eu une fissure. Il y a eu une fissure, il y a certains de leurs partenaires stratégiques qui ont demandé à avoir une, une posture neutre. Une posture neutre. Et donc, si on voit même les alliances et les ralliements du deuxième tour, je pense qu'il faut être sage, sinon le réveil sera assez brutal. Et les Maliens ne vont pas se laisser emporter dans une stratégie du chaos. Monsieur Sarr, bien vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des irrégularités dans certaines localités, comme Monsieur Sango l'a dit, des dysfonctionnements. Direz-vous que ces élections ont été crédibles? Vous savez, l'opposition malienne est responsable. Elle est très responsable et très démocratique. Elle ne connaît pas le sentiment qu'on appelle la peur. La peur se trouve généralement dans le camp des fraudeurs. La peur se trouve généralement dans le camp de ceux qui violent la loi, qui violent les règles du jeu. Vous savez, le président Soumaïla Cissé a montré à la face du monde en 2013, au regard des chiffres que la centralisation avait, il a pris femmes et enfants, s'est rendu chez le président Ibeka et l'a félicité. En le faisant, il a donné un coup de grandeur à la démocratie du Mali. Aujourd'hui, le moment est venu. Le moment historique est venu. Que le président partant Ibeka prenne femmes et enfants, regarde les chiffres qu'ils ont, parce qu'ils savent, ils savent que ce que nous disons, c'est ça la vérité. Ils le savent. Donc vous dites que ces élections ont été crédibles. Qu'il prenne sa femme et ses enfants et qu'il aille féliciter le président Soumaïla Cissé à Badlabrou. Nous ne demandons que ça. Et ce sera donner un autre coup de grandeur à la démocratie de notre pays. Par rapport à l'élection, il y a eu beaucoup d'irrégularités, des bourrages d'urnes, des communes, le nombre d'habitants égale au nombre de votants, égale au nombre d'inscrits. Les faits sont là, les faits sont têtus. Le taux de participation se situe entre 22 et 26. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que le camp d'en face a crié trop tôt victoire. Le camp en face a estimé que le match était plié, que la messe était dite. Donc ils sont restés à la maison. Ils n'ont pas mobilisé leurs électeurs. Les électeurs ne sont pas rendus dans les urnes. Donc la vérité est là. Le président Soumaïla Cissé est largement en tête sur l'ensemble des compilations que nous avons réalisées. Je veux dire à mon frère que la démocratie malienne a été acquise au prix d'ultime sacrifice. Je vous comprends, hein. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier quoi que ce soit pour notre démocratie, c'est votre droit. C'est le droit du camp d'en face, de ne rien sacrifier, de ne vouloir rien sacrifier parce qu'ils sont dans l'opulence, dans le privilège, dans la jouissance constante. Ils ne veulent rien sacrifier pour notre démocratie. Mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes les héritiers des grands empires. Nous sommes les descendants de grands hommes. Nous sommes le peuple du Mali. Nous sommes prêts à consentir au sacrifice, y compris le sacrifice ultime pour préserver ce que les martyrs de 91 nous ont confié, c'est-à-dire la démocratie de notre pays. Ok, M. Sarr, malheureusement, le temps nous fait défaut. M. Sango, qu'avez-vous à nous dire sur la crédibilité de ces élections? Nous avons noté à travers nos observateurs qui sont sur le terrain, et je rappelle que nous avons couvert 10% des bureaux de vote qui restent en République du Mali, ce qui peut donner la photographie des 100%. Alors, pour les taux de satisfaction que nous avons eus, c'est aux alentours de 80% pour les taux de démarrage, 80% pour les taux des opérations électorales. Par rapport aux opérations électorales, les votes, et puis dans la sérénité, dans le calme, c'est aux alentours de 80%, ce qui est vraiment acceptable. Maintenant, par rapport au taux de participation, nous avons aussi relevé 27,37%, donc ça va aux alentours de 30%. Et le pic, c'est 45% à Kidal et puis 22% à Koulikoro. Donc ça, c'est les extrêmes qui sont là.
pour dire que les élections sont passées. Il y a des incidents, des dysfonctionnements qui ont été relevés. Et on pense que les candidats doivent gérer leur contentieux par le recours aux voies légales. C'est-à-dire que les voies légales, c'est la Cour constitutionnelle qui doit dire le droit, qui doit dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et nous engageons tout le monde à la sagesse, à mettre le Mali au-dessus de tout. D'accord. Alors, M. Yago, M. Sarr nous a parlé des tendances au niveau de leur QG. Et vous, qu'avez-vous à nous dire sur la tendance à votre niveau? Nous, par esprit démocratique, nous gardons de donner des chiffres parce qu'il a déjà des chiffres, il dit 56%. Il sera rapidement démenti parce qu'il est encore sur les nuages. Donc, nous pensons que les chiffres à notre disposition nous donnent une avance confortable pour être élus à cette élection. Mais nous gardons de donner des chiffres parce que nous respectons les institutions de la République. Nous avons contribué en 1991 à mettre en place. Et nous avons, je peux le dire, que nous avons posé beaucoup d'actions sacrificielles pour que ces élections-là puissent se tenir dans les délais réglementaires. Donc, ce que je veux dire pour conclure, c'est mon dernier mot si je comprends. Allez-y, pardon. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il faut que M. Sarr accepte de voir la réalité. Il faut que le camp d'en face accepte de voir la réalité. Parce que souvent, la plus grande victoire d'un homme, c'est de reconnaître sa défaite. C'est de reconnaître sa défaite et d'accepter la situation telle qu'elle arrive. C'est assez sage, c'est républicain. Et c'est très démocratique. S'ils se disent républicains, qu'ils attendent que les institutions en charge des élections se prononcent et usent des voies de recours qui leur sont offertes. Il faut que, pour la quiétude sociale, pour la quiétude nationale, pour la paix que nous avons arrachée dans des conditions difficiles, que chacun d'entre nous mette le Mali au-dessus et inscrive son action dans le cadre de la loi et de la stricte légalité. Merci M. Yago. Oui, M. Sarr, vous savez, Confucius disait que seuls les sots demeurent sots durant toute leur vie. Je souhaite que ce ne soit pas leur cas. Notre pays, aujourd'hui, est à la croisée des chemins par leur faute. Et il faut l'assumer. Vous nous dites de respecter les institutions. Nous sommes républicains, nous sommes démocratiques. Mais nous ne sommes pas pour des institutions qui sont prises en otage. Pour des institutions usurpées, nous ne l'accepterons pas. Le ministre a battu campagne, nous l'avons dit, c'est illégal. La Cour constitutionnelle a démontré sa partialité. Mais nous ne l'accepterons pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris en otage nos institutions et notre peuple se dressera contre vous, rétablira la légalité dans ces institutions. Merci, M. Sarr. M. Sango, un mot de la fin avant de boucler ce débat. La fin, c'est que c'est adressé à la Cour constitutionnelle. On voudrait qu'elle soit diligente dans l'examen des requêtes, des éventuelles requêtes pour le deuxième tour et qu'elle motive l'arrêt. Parce que ce qui manque vraiment, c'est la motivation de l'arrêt. Pourquoi on a pris telle ou telle décision? Le peuple a droit à l'information. Merci beaucoup, M. Sango. Et cela me fait à ce débat sur le bilan de ce deuxième tour. Merci à nos invités. M. Issouf Yago, porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. M. Noum Sarr, porte-parole du candidat Soumaïla Cissé. M. Ibrahim Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Kanté. La régie vidéo est assurée par Peting Diarra. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.